Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Cyclisme Performance Academy. Ce podcast vous est présenté par Bicycle. Bicycle, c'est le moyen le plus sûr et le plus simple de vendre votre vélo en ligne dans le monde entier. Voilà, c'est une plateforme qui est vraiment faite pour l'expédition à l'international, donc ce qui vous permet d'avoir beaucoup plus de chances de vendre votre vélo que seulement le vendre dans le magasin du coin ou voilà, sur une plateforme qui serait bien trop locale. Là, voilà, vous avez accès à des milliers d'acheteurs potentiels et dans le monde entier. Bicycle, ils pourront vous accompagner aussi dans l'expédition, donc vous envoyez étiquette, ils ont un transporteur avec qui ils travaillent pour transporter le vélo, ils peuvent même vous envoyer un carton si vous en avez besoin. L'acheteur peut avoir accès aussi à une révision du vélo avant la réception du vélo, et tout ça est garanti et protégé, ce qui permet que voilà, à la fois l'acheteur et le vendeur soient protégés. Et vous avez 20% de réduction sur la protection vendeur, donc si vous vendez votre vélo avec le code CPA 20 donc sur le site de Bicycle, et le lien il est dans la description, et vous pourrez donc voilà, vendre votre vélo facilement. Si vous avez peut-être un vélo qui traîne dans votre garage depuis quelques années, bah, c'est peut-être le moment de le vendre, et vous pouvez faire ça sur Bicycle. On avait fait un podcast ensemble en 2021, je crois, à peu près la même période. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis? Est-ce que tu peux en profiter pour te présenter également? Salut Mathieu, ouais, je me souviens très bien je crois que c'était peut-être mon premier podcast, je pense que c'était même le premier. Je m'en souviens très bien, ouais, ça me paraît assez loin, pourtant c'est pas si loin que ça, mais ouais, il s'est passé pas mal de choses depuis, pour ton podcast aussi, hein, ça c'est Ouais. sûr. Et bah, si je devais me présenter, donc ouais, je m'appelle Bastien, je suis entraîneur de triathlon. Je fais aussi du contenu sur le triathlon, un peu de vulgarisation scientifique. Ouais, j'essaye d'apporter quelques connaissances autour du triathlon. Et à côté de ça, je pratique aussi en amateur, hein, mais voilà, je pratique aussi les compétitions en triathlon. Donc après, j'entraîne différents publics, des athlètes amateurs comme des professionnels. Ouais. Ouais, et puis ouais, depuis, j'ai l'impression que tu as beaucoup, beaucoup progressé, voilà, de ton point de vue personnel, en termes de performance en triathlon. Ouais, ouais, bah, j'ai continué effectivement. En fait, chaque année, j'essaie d'appliquer un peu ce que je fais à l'entraînement. J'aime bien avoir ce truc-là où j'apprends des choses et j'essaye un peu sur moi aussi. Ça permet de prendre de l'expérience, de comprendre plus de choses finalement, hein. Quand on fait des tests sur soi-même, ça permet de comprendre certaines choses, voilà, d'avoir peut-être d'avoir un petit peu plus de curiosité aussi Ouais. sur certaines choses qu'on peut ressentir. Donc je trouve que, en tout cas en début de carrière de coach, c'est intéressant d'avoir une pratique à côté pour maximiser entre guillemets ses connaissances et du coup, ouais, forcément, ça me permet de progresser puisque vu que c'est mon métier, moi j'essaye de m'entraîner comme j'entraînerais quelqu'un d'autre avec le plus de sérieux et de qualité possible. Donc forcément, bah, ça fait progresser avec les années. Ouais. Ouais. Ouais, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des chiffres? Qu'est-ce que tu as fait depuis du coup? Est-ce que tu as, d'un point de vue volume d'entraînement et d'un point de vue même progression, je sais pas comment tu l'évalues, qu'est-ce que ça a donné là depuis ces dernières années? Ben, on pourrait l'évaluer peut-être en chrono de course. Moi, ma distance de prédilection, c'est plutôt le half, donc le 70,3. Donc on nage 1900 mètres, on roule 90 km, puis on court un semi-marathon. En termes de chrono, ben, quand j'ai commencé, je devais faire en 2021, je devais faire à peu près 4h30. Aujourd'hui, là, il y a 15 jours, j'ai fait sur un parcours roulant 3h44. Donc ce qui est un bon chrono amateur, hein. On pourrait dire un très petit chrono professionnel. On peut retrouver ça chez les professionnels, mais voilà, le vrai niveau professionnel, c'est encore autre chose, quoi. Ouais, OK, OK, Mm. ouais, je vois. Et du coup, d'un point de vue plus entraînement, comment ça a évolué là, ces dernières années? Bah, il y a eu une petite augmentation du volume progressive, pas si grande que ça, puisque finalement, mon temps d'entraînement, il est assez limité. Et le triathlon, ça prend quand même pas mal de temps. Le fait d'avoir trois sports, bah, on arrive vite à nos ressources maximales en termes de temps, sauf si on est professionnel et qu'on peut pousser le curseur au plus haut. Donc, on va dire que quand j'ai commencé le triathlon, j'ai commencé comme tout le monde autour d'une dizaine d'heures. Mais finalement, en triathlon, bah, ça va vite, 10 heures quand il y a trois sports. Et aujourd'hui, on va dire que la moyenne annuelle réelle, ça doit être 17 heures par semaine, quelque chose comme ça. Et mes plus grosses semaines, ça va être 22 heures, mais c'est peu représentatif de. Voilà, c'est vraiment en fin de préparation. On va dire qu'à 22 heures, il y a peut-être 10 semaines dans l'année, grand maximum. OK, OK. Ouais, est-ce qu'au final, pas si énorme que ça en termes de volume, j'ai l'impression Non, qu'on. c'est pas. En fait, en triathlon, disons qu'en triathlon professionnel, la moyenne annuelle, ça va être. Alors, quand je parle en moyenne annuelle, c'est pas forcément représentatif parce que
on peut compter la coupure, les semaines de récupération, tout ça, mais on va dire qu'une semaine de travail pour un professionnel, ça va être entre 25 et 30 heures. Et la moyenne annuelle, ça va peut-être être 24 heures, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même assez éloigné de ce qu'ils font, mais voilà, 30 heures, 28, 30, enfin 25-30 heures d'entraînement, ça passe, enfin, ça se fait bien quand on travaille pas ou peu à côté. Disons que c'est difficilement envisageable avec un boulot un peu plus classique, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Mm. C'est clair, c'est clair. Et du coup, toi, justement, comment tu gères ton entraînement? Est-ce que tu le planifies vraiment? Tu sais ce que tu vas faire voilà, avant de monter sur le vélo, par exemple, ou avant de partir courir? Est-ce que vraiment tu as une trame très précise ou tu adaptes vraiment au jour le jour? Non, j'ai quand même en fait, j'ai une structure un peu squelette, que ça soit de ma saison et de ma semaine. Donc, je sais ce que je vais faire. Et après, ce qui peut varier, parfois, c'est le contenu de la séance en fonction de la forme du jour. Je sais ce que je vais travailler, mais par exemple, ça peut m'arriver d'ajuster si j'ai prévu 6 fois 15 minutes au premier seuil et que vraiment j'ai pas de jambes. Ça peut m'arriver de réduire à 4. Et à l'inverse, si je suis bien, ça peut m'arriver de monter un petit peu, mais j'ai toujours une bonne idée de ce que je fais, quoi. Avant de commencer une séance, je sais toujours ce que je vais faire. Ma semaine a toujours une structure, ma saison aussi. Donc j'essaie d'être assez précis dans ce que je fais, tout en laissant un peu de place à l'adaptation en fonction de ma forme et de ma Ouais, fatigue, quoi. bah ouais, carrément. Ouais, c'est après, moi j'imagine que t'as pas tant d'imprévus que ça. Enfin, je sais pas, même par exemple par rapport à la gestion de la fatigue, etc. Si tu as peu de compétition, je sais pas comment tu gères ta saison, mais c'est vrai que Mm. bon, en théorie, il n'y a pas de surprise, quoi, tu vois, quand tu planifies et les sensations que tu as quand tu pratiques sur le vélo ou en course à pied. Non, ouais, c'est ça. En fait, une fois qu'on se connaît bien, qu'on sait comment on fonctionne, quelle est la bonne charge à appliquer, généralement, non, il n'y a pas trop de. Ça peut m'arriver, effectivement, comme tout le monde, un jour où on est un petit peu moins bien. Mm. Mais globalement, déjà, vu que je fais pas de séances extrêmement difficiles, il y a toujours. Enfin, c'est globalement, dans la grande majorité de mes séances, c'est quand même, disons, assez conservateur. Je vais rarement faire des séances vraiment, sauf quand c'est des séances plus VO2 max, je vais rarement aller faire des séances extrêmement dures. Donc normalement, ça m'arrive très peu enfin, là, dans les 6 derniers mois, j'ai pas souvenir d'avoir loupé vraiment une séance adaptée, oui, mais bâchée complètement, je crois pas, non. Ouais. Ouais, ouais, je vois bien le truc. Mm. Parce que du coup, je pensais à mon cas, du coup, justement, où je gère un peu mon Mm. entraînement aussi en m'entraînant tout seul. Et c'est vrai que bah, moi qui enchaîne souvent les compétitions, etc., bah, je suis bien plus dans l'adaptation et à faire mon Mm. entraînement finalement en saison, quasiment au jour le jour. Enfin, je planifie très peu. Mm. Même si j'ai une trame en tête, voilà, je peux avoir une idée théorique de ce que je vais faire, mais même si ça peut être totalement éloigné de ce que je ferais réellement. Mais Mm. par contre, l'hiver où c'est beaucoup plus cadré, où j'ai peu de déplacements, peu de compétitions, etc., là, par contre, Mm. ouais, il y a pas trop de surprises, quoi. Mon entraînement, ouais, si je pousse pas trop, si je vais pas au-delà des limites, bon, je fais ce que j'ai prévu de faire, Mm. quoi. Ouais, c'est sûr. En fait, c'est vrai qu'en triathlon, nous, on a globalement peu de compétitions. Alors après, ça varie d'un athlète à l'autre, mais moi, j'en fais pas beaucoup des courses parce que c'est pas mon leitmotiv premier, mais et vu que c'est des longues distances, on va dire que j'en fais aller peut-être 4 par an des longues distances, donc 4 compétitions sur 52-53 semaines, voilà, c'est pas normalement effectivement quand c'est bien géré, il y a bien le temps de récupérer après, donc ça passe plutôt bien, contrairement au cyclisme où là, bon, je sais pas combien de courses tu fais dans l'année, mais j'imagine que c'est plus d'une trentaine quasiment. Ah oui, oui. Mhm. Ouais, on est plus sur 50 à peu près, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ouais, clairement, ça Mhm. fait beaucoup. C'est pas du tout la même gestion de l'entraînement. C'est vraiment différent. Et toi, justement, comment tu gères la récupération? Ouais, tu as un petit peu évoqué. Voilà, comment tu gères Mhm. ça à l'échelle de ta saison, à l'échelle de ta semaine aussi? Dans ma semaine, disons que la première chose, c'est enfin, j'essaie de bien répartir les jours où je vais faire des séances qui sont stressantes et les jours où je vais faire des séances plutôt faciles. J'ai toujours un jour qui est très facile. J'ai aucun jour off. En triathlon, c'est pas facile de mettre des jours vraiment off, mais j'ai le lundi où je sais que je vais nager juste 50 minutes et puis c'est tout. Ok. Donc ça me permet de récupérer. Et sinon, après, c'est plus une logique. Enfin, pour moi, la priorité, c'est de trouver la bonne charge. En fait, une fois qu'on a trouvé la bonne charge d'entraînement, celle qui est effective, mais qui permet de pas nous emmener au surmenage, déjà, on a fait le plus gros, puisque globalement, on va bien récupérer, sauf en cas d'imprévu, hein, si on est malade ou autre. Et puis après, sur la saison, j'essaye. Enfin, plus les années passent et plus mes coupures deviennent longues. C'est-à-dire qu'avant, j'aimais tellement entre guillemets m'entraîner que la coupure c'était un peu un calvaire, quoi. Je coupais Ouais. pour couper. Et plus ça va et plus, enfin, et plus longues sont mes coupures.
et mieux c'est. C'est-à-dire que cette année, c'est la première fois où j'ai coupé. Bon, j'ai été malade, donc j'avais pas trop eu le choix, mais j'ai coupé un mois complet. Et au final, c'était bien mieux que les époques où je coupais à peine une semaine, quoi. Je sens que je repartais forcément de plus loin. Mais en fait, le fait de faire 3 sports, de laisser beaucoup de ressources mentales, bah, finalement, ça fonctionne mieux pour moi. Alors, d'un point de vue physiologique, c'est pas idéal, hein, parce qu'on repart bien plus bas. Mais d'un point de vue mental, en tout cas, pour moi, c'est mieux, quoi. Ouais, je suis un peu sur le même chemin aussi, au Mm. fur et à mesure des années à prendre peut-être des coupures un peu plus longues Mm. et se rendre compte que oui, bon, ça va, quoi. C'est Mm. pas forcément repartir un peu plus loin, mais peut-être la perte n'est pas linéaire quand même. Finalement, la Mm. différence entre une semaine de coupure et 3 semaines de coupure, c'est pas fois 3, quoi, en perte. Mm. Euh, Finalement, bon, on est un petit peu moins bien, mais oui, effectivement, ça revient quand même assez vite derrière, quoi. Ouais. Euh, Niveau testing, est-ce que tu continues un petit peu les tests lactates? On en avais parlé en 2021. C'est vrai que moi, il y avait peu de gens qui faisaient les tests lactates. C'est pour ça que j'étais tombé sur toi. Mm. Qu'est-ce que tu as appris depuis? Qu'est-ce que tu utilises toujours? Ouais, c'est vrai qu'en 2021, c'était pas aussi populaire que maintenant. Je me souviens que pour trouver des infos, ne serait-ce que pour réussir à comprendre comment déterminer le premier, le second seuil, fallait s'accrocher quand même. Enfin, fallait aller chercher, fallait bien fouiller. Aujourd'hui, c'est quand même plus facile de trouver des infos, mais ouais, je l'utilise toujours. Pour moi, je vais l'utiliser régulièrement pour mettre un peu à jour mes zones, voir où j'en suis. Ça me sert bien. Et j'ai aussi des athlètes, plutôt les athlètes professionnels, avec qui je vais réaliser des tests, et certains même qui ont un analyseur. Et donc avec qui, voilà, enfin, au sein de l'entraînement, je vais leur demander des fois de faire une prise de lactate, voir où ils en sont. Et en fait, c'est même mieux parce que ça nous évite de faire des tests trop compliqués. En fait, au fur et à mesure de la saison, ça me permet de mettre à jour un petit peu les zones, de voir où ils en sont et parfois de contrôler un peu les intensités, tout ça. Donc, ouais, je l'utilise toujours et je suis toujours aussi convaincu de sa pertinence au sein de l'entraînement. Je pense que c'est un vrai plus, pas forcément pour tout le monde, mais pour le coup, ça peut vraiment être un plus au sein de l'entraînement. Ouais. Et du coup, toi, dans ton cas, comment tu fonctionnes? Est-ce que quand même tu fais un test complet, par exemple, par an? Est-ce que vraiment c'est juste que du contrôle sur des séances? Non, moi je fais plus de tests complets, c'est que du contrôle sur les séances. Je vais juste vérifier enfin, quand je vais faire un test, par exemple, je vais regarder, essayer de regarder où situe ma baseline, parce qu'elle peut changer un peu au fur et à mesure de la saison. Quand je reprends, elle va être un peu plus haute, et une fois que je suis en forme, elle est un peu plus basse. Donc je vais juste regarder ça, et après, non, je me connais bien. Une fois que je connais ma baseline, j'arrive à voir où se situent mes deux seuils, et puis bon bah voilà, maintenant ça commence à faire, enfin ça fait presque 10 ans que je m'entraîne, donc il y a plus, enfin voilà, il y a plus trop de surprises quoi. C'est-à-dire que j'aimerais bien voir des sauts de 20 watts sur le second seuil à vélo, mais malheureusement je les vois pas. Donc en général, voilà, c'est assez corrélé avec mes données FC, mon RPE, tout ça, et ça me sert juste de vérification. Ouais. Ouais, ouais, je vois très bien Mm. de quoi tu parles. Et Mm. tes mesures baseline, du coup, c'est quoi concrètement une mesure que tu prends avant de partir t'entraîner? Ouais, alors souvent je le prends une fois que j'ai fait un échauffement complet, je vais prendre la baseline pour regarder, ou alors sur une séance à basse intensité. Je sais que quand je reprends, ça peut être par exemple 1,1 millimol ma baseline, et une fois que je suis bien en forme, ça va descendre à 0,7, 0,8. Et je sais que pour moi, ça peut m'arriver aussi qu'il y ait une variation de cette baseline en fonction du moment de la journée. Ok. C'est-à-dire que par exemple, quand je fais une séance vélo, particulièrement sur home trainer le matin, parfois, ça peut m'arriver des fois d'être assez surpris des données par rapport à mes sensations et mes valeurs de FC. Et quand en fait je prends même en fin de séance, une fois que j'ai fait un long retour au calme, ma baseline, je me rends compte que je redescends plus qu'à par exemple 1,2, alors que naturellement je devrais redescendre à 1,7, 1,8. Donc bon, il peut y avoir plusieurs facteurs qui font fluctuer cette baseline là, mais c'est sur le premier seuil en tout cas, ça peut avoir, enfin chez moi ça peut avoir un impact. Ok, ok, ouais, Ouais. c'est intéressant. Et est-ce que tu mesures aussi une valeur max de temps en temps? Non, ça je le fais pas. Bon, c'est vrai que c'est des efforts qu'on fait très peu en triathlon, surtout bah, en faisant du longue distance comme moi je le fais, où c'est vraiment des efforts sous maximaux, hein. En gros, quand on fait des distances half comme moi, des L, globalement on est à mi-chemin entre le premier seuil et le deuxième seuil. Donc c'est en fait c'est des épreuves qui sont à relativement basse intensité, hein, finalement. Et il y a très peu de variations, c'est-à-dire qu'on a très peu de demandes
Enfin, on n'a pas la nécessité d'avoir forcément des bonnes capacités sur des hautes intensités. C'est vrai qu'on en fait peu et c'est pas quelque chose que je mesure régulièrement. OK. Et du coup, ouais, même à l'entraînement finalement, est-ce que ça t'arrive de faire, spécifiquement des séances quand même ciblant la très haute intensité? Je parle pas d'efforts VO2 max, mais vraiment, des efforts d'1 minute, 2 minutes, presque à fond? Alors ça peut m'arriver une fois qu'on a fait un petit cycle de reprise à basse intensité, quelques petits efforts, ça peut m'arriver là de placer des efforts plutôt en zone 6 au-dessus des efforts VO2 max. Par exemple, en course à pied, on va le faire en côte parfois. Ça permet de réhabituer un peu les structures musculaires, articulaires avant de reprendre d'autres intensités. Puis l'avantage de ces intensités-là, c'est que à la reprise, ça prend très peu de temps, c'est très court, mais ça fait très vite monter, enfin ça fait très vite remonter la forme en y laissant un peu de ressources. Donc en course à pied, voilà, quand on est en reprise, on fait par exemple 10 fois 20 secondes dans une côte. C'est pas très difficile, mais tout de suite, on sent que ça remonte la forme et on ne laisse pas trop d'énergie. Donc, c'est un moment où, en tout cas, je trouve ça intéressant. OK. Ouais, ouais, carrément, Mm, ça fait vraiment sens, je mm, suis un adepte des sprints 30 secondes l'hiver mm, mm, et c'est vrai que ça fonctionne assez bien pour retrouver son niveau à haute intensité, ça mm, va très vite et c'est pas extrêmement dur, c'est dur, mais c'est pas enfin, on peut le mm, faire et ce que j'aime bien avec ce type d'effort-là, c'est que finalement, on n'a pas les yeux rivés sur le compteur, on n'est pas sur mm, une séance de VO2 max où, au lieu de faire un, je sais pas, les 40-20 ou les 30-15 qu'on peut avoir l'habitude de faire en saison à 400, 420, 430 watts, si on fait ça en reprise à 380, ça nous fait un peu mal au cœur, que les sprints 30 secondes, quoi qu'il arrive, on mm. sprint donc on regarde pas le compteur, quoi et ça, c'est vrai que Ouais, j'aime c'est bien. ça. Ouais, ouais. Ouais, tout à fait. Puis en plus en triathlon, vu qu'après on fait quand même beaucoup d'efforts assez longs, ça permet de changer un petit peu. Il y a moins de monotonie. Et finalement, vu que c'est des efforts qu'on fait très très peu dans la saison, en fait, on y répond assez bien parce que bah voilà, on n'est pas trop habitué à ce genre d'efforts et à ce genre de stress. Donc globalement, ça donne de bons retours. Alors après, c'est sûr que en pleine saison, on va pas trop le faire parce qu'on est quand même enfin, c'est très éloigné de la spécificité. Mais il y a des moments dans la saison où ça a sa place, je trouve. Ouais. Ouais, ouais. Et est-ce que tu manipules un peu la cadence sur certaines séances, soit du coup plutôt basse cadence ou au contraire plutôt haute cadence? Ça m'arrive, j'en fais pas énormément, dans le sens où j'ai du mal en fait à en voir de grands bénéfices. C'est-à-dire que, enfin, au niveau littérature scientifique, il n'y a pas beaucoup de choses enfin, qui pourraient nous faire croire que c'est une réelle plus-value. Maintenant, j'aime bien parce que nous, on fait quand même beaucoup d'efforts sur le contre-la-montre, donc j'aime Ouais. bien en faire un petit peu en position de contre-la-montre. Ça permet de progresser un petit peu au niveau postural, enfin d'être plus à l'aise, voilà, de s'habituer. Après, je peux en placer aussi quand les athlètes ils préparent des épreuves qui sont assez, enfin avec beaucoup de dénivelé, puisque globalement ils vont passer quand même pas mal de temps, peut-être autour de 70 RPM, donc ça peut être un bon moyen de s'y préparer. Mais c'est pas au cœur de mon entraînement, j'en fais pas énormément. Non. Ouais, 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 carrément, ok, je vois bien. Et sur la haute cadence, jamais La haute cadence, ouais, très peu. J'aime bien en placer en fait parfois en fin d'échauffement. Ok, Des 30 secondes, voilà, où je vais demander aux athlètes de monter progressivement vers 130 RPM, mais c'est plus pour l'échauffement, pour terminer l'échauffement. ok. Et est-ce qu'en compétition, tu cibles aussi une certaine cadence ou tu te laisses sur ta cadence naturelle? Ben, je vais laisser naturel parce que ça va vraiment dépendre du parcours. C'est-à-dire que sur un parcours très vallonné, forcément, bah, dans les montées, on va peut-être être parfois un petit peu plus bas en termes de cadence. Et après, sur le plat, c'est très variable d'un individu à l'autre. C'est variable même en fonction de... Enfin, il y a plein de choses qui viennent l'impacter. Par exemple, si je te donne mon exemple, bah, quand je vais faire des séances sur home trainer, je vais naturellement être un peu plus bas. Puis une fois que je suis en course, je vais être un peu plus haut. Donc c'est quelque chose que enfin, je regarde pas. Pour moi, il faut trouver un peu sa zone d'efficience en évitant peut-être les extrêmes, mais trouver sa zone un petit peu euh, de, de, de cadence idéale voilà, pour être le mieux possible en fonction de la puissance, enfin la demande de puissance. Quoi. Est-ce que tu t'étais intéressé aussi à faire un suivi de la, je sais pas, FC repos, variabilité de fréquence cardiaque? Est-ce que ces choses-là, tu as essayé sur toi? Sur moi, j'ai essayé, mais j'ai eu une période où je l'ai fait, je pense, pendant un an d'affilée. Et après, j'ai stoppé parce que, alors, pour plusieurs raisons. Déjà, enfin, aujourd'hui, c'est plus simple, quand même, je pense, avec les bracelets Whoop qu'on peut Mm. avoir, tout ça. Mais euh, l'inconvénient que j'y trouve un petit peu, c'est que dès le matin, en fait,
on regarde ces données et puis on est déjà en fait dans l'entraînement. Si on voit de mauvaises données et qu'on n'est pas capable de s'en détacher, bah, ça peut avoir des fois un impact sur la psychologie où on se dit ok, j'ai pas bien dormi, mes valeurs elles sont pas très bonnes, alors qu'au final, si on n'avait pas de données devant nous, en fait, on dirait ok, j'ai mal dormi, puis une fois que tu as pris ton petit déj et que tu es parti, l'entraînement il se passe quand même bien. Donc en fait, je pense que c'est bien si on arrive vraiment à se détacher des données, si elles n'ont pas un impact négatif sur nous. Maintenant, ou alors potentiellement qu'on les voit pas et qu'on laisse le coach les suivre. Mais je trouve que ça peut aussi être un peu un frein. Moi, j'aime beaucoup avoir pas mal de données autour de l'entraînement pour comprendre les choses, mais des fois, j'y trouve aussi des limites, voilà, pour plutôt au niveau psychologique, quoi. Ouais, ouais, je comprends, ouais, je comprends tout à Mhm. fait. Et du coup, avec ceux que tu entraînes, est-ce que c'est quelque chose que tu mets en place, tu peux leur demander, ou est-ce que c'est que si eux sont intéressés, ils vont te le demander? Comment ça se passe? Alors certains, ils ont effectivement le bracelet Whoop, certains qui aiment l'avoir et du coup les données se synchronisent sur TradingPeak, donc je les ai. Sinon, en fait, je préfère, enfin, moi ce que je préfère, c'est vraiment avoir que l'athlète me mette sur toutes les séances systématiquement le RPE déjà. Ça c'est le premier truc pour moi qui est le plus parlant pour suivre un peu la forme, les états de fatigue. Et après, je mets toujours enfin généralement, je mets un questionnaire chaque fin de semaine, je mets un questionnaire un peu récap comment l'athlète s'est senti sur la semaine, quelle était la difficulté de l'entraînement, son état psychologique et tout ça. Et moi, ça me permet de suivre. Et si je vois que 2, 3 semaines de suite, les RPE ont tendance à être un peu plus haut que sur le suivi, la tête voilà, me dit qu'il est un peu fatigué. Puis après, il m'envoie aussi des messages. Voilà, donc en général, ça me permet c'est assez parlant, quoi. C'est-à-dire les sensations de l'athlète, en fait, généralement, on dit assez long. Clair. Après, bon, c'est toujours un petit plus, voilà, ceux qui ont les données, c'est Mm. vrai que je m'en prive pas, je les récupère, mais Mm. effectivement, on arrive à avoir les informations généralement autrement, quoi. Ouais, totalement. En fait, c'est vrai que moi, j'aime bien avoir pas mal de données autour de l'entraînement pour comprendre, mais parfois, il y a certains moments où par exemple, sur moi, quand je suis en course, quand je fais donc un half, je mets pas le cardio enfin, volontairement, je veux pas mettre le cardio. Parce que je sais qu'il y a des jours où je vais être plus haut que d'habitude, des jours où je vais être un peu plus bas. Quand on sort de la natte, le cardio, il est un peu au plafond. Et en fait, je veux pouvoir me détacher sur la course, ces données-là. Sinon, je vais la mettre systématiquement tout au long de l'année. Mais sur les courses, j'aime bien m'en détacher et juste, des fois, écouter un peu mes sensations, des fois essayer de pousser un peu plus fort pour lâcher quelqu'un ou autre, et voilà, vraiment se prêter au jeu de la course et savoir un petit peu prendre du recul sur tout ce qui est donné sans faire n'importe quoi, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Bah, c'est vrai que moi, Mm. c'est la même chose, bah, surtout, je pense, en course de vélo, voilà, où c'est aussi très stressant. Enfin, naturellement, on a le cœur qui est très haut. Mm. Mm. Donc, je pense qu'on a tous remarqué, tous ceux qui font des courses, que c'était pas forcément une bonne chose d'avoir son cardio face à Mm. soi. Mm. Parce que même sur une ligne de départ, par exemple, on fait aucun effort, on a déjà le cœur qui peut Mm. être assez haut. Et bon, Mm. ça nous apprend pas grand-chose a posteriori. Ça reste toujours intéressant quand même Mm. d'avoir ces données-là. Donc, je les enregistre, mais c'est vrai que je les ai pas non plus sur mon Garmin. Mm. Je pense Mm. que ça pourrait perturber, quoi. Bien sûr, hein. Tu as déjà fait de l'altitude? Je t'ai jamais vu, il me semble, faire des stages en altitude. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà pensé, tu as déjà fait? Ouais, j'ai déjà fait un petit stage à Font-Romeu, une année. Euh, la seule problématique enfin, la seule problématique, enfin, que je trouve que c'est, en fait, le triathlon, on a déjà une charge qui est quand même assez importante. C'est-à-dire, il y a 3 sports, et plus on progresse, et ben, plus il faut de charge dans ces 3 sports. Et en fait, on arrive vite à des charges un peu limites. Et ça fait que quand on arrive en altitude et qu'on ajoute ce stress supplémentaire, c'est quand même quelque chose qui n'est pas à négliger, quoi. Et particulièrement en natation, c'est pas facile, hein, nager en altitude avec déjà le phénomène d'hypoxie, le fait d'avoir des moments où on respire pas. En fait, ajouter à ça l'altitude, c'est quand même assez difficile. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose, mais pour les athlètes qui ont déjà des capacités de récupération, qui sont déjà bien entraînés, voilà, qui sont en mesure de le faire. C'est-à-dire que l'athlète qui s'entraîne on va dire 15 heures en triathlon et qui déjà va régulièrement enfin sentir qu'il est un petit peu à la limite, ajouter ce stress-là, c'est peut-être pas forcément une bonne chose. Et pour ces gens-là, le problème c'est que ils peuvent tellement perdre entre guillemets en performance à l'altitude qu'on se retrouve à faire des efforts à super basse intensité, quoi. C'est-à-dire que ils vont perdre peut-être 20 watts ou plus en altitude, et quand ils font des efforts, ben, en fait, si on veut être dans les bonnes zones, ça nous oblige à être très bas. Et bon, finalement, c'est peut-être pas. Voilà. C'est très bien pour ceux qui sont en mesure
de récupérer, d'ajouter ce stress, ceux qui ont besoin en fait d'ajouter un stress pour passer encore un cap, ok. Et ceux qui sont déjà un petit peu à la limite, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Ouais, ouais, ouais. Ouais, oui, au final, faire un stage juste classique et peut-être en profiter pour augmenter un petit peu le volume serait tout autant bénéfique, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est ça. Après, la seule problématique du triathlon, c'est que c'est dur d'aller augmenter le volume. C'est-à-dire que si l'athlète il part en stage et puis qu'il augmente beaucoup de volume en vélo, ben après en natte, ça va être compliqué. En course à pied, ça peut être problématique aussi. C'est vrai qu'en triathlon, moi, je suis pas hyper fan des grosses variations de volume. Voilà, parce que ben, pour ces différentes raisons. Mais c'est vrai que dans d'autres sports comme le cyclisme, ça s'y prête beaucoup mieux en fait. C'est-à-dire que même le cycliste qui roule 10 heures par semaine, il peut aller faire une semaine de stage et presque doubler, faire une semaine à 20 heures. Globalement, il risque pas grand-chose, quoi. C'est clair. Mais du coup, comment tu fais si par exemple quelqu'un que tu entraînes qui a un certain temps disponible pour s'entraîner, qui a d'un coup est en congé par exemple, a envie de s'entraîner peut-être plus, qu'est-ce que tu fais du coup avec lui? Ben, en fait, s'il est en préparation spécifique, admettons, il prépare un Ironman, on va en profiter pour monter un petit peu le volume, effectivement, plutôt sur le vélo. On va se servir pour ça. Maintenant, si jamais il est en entraînement classique, moi, ce que je te conseille, c'est de faire une semaine classique et juste de profiter pour récupérer un peu plus, quoi. Parce que, on va dire que le triathlète qui a son boulot, qui a peut-être même des enfants, ben, s'il a un ou deux entraînements par jour, il est toute l'année un peu sur le fil. Donc, quand tu as une semaine, ben voilà, fais ta semaine normale et juste profites-en pour mieux récupérer et faire autre chose, quoi. Et ça te permet de durer un petit peu plus, quoi. Ouais. Ouais, 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 carrément, carrément. C'est important d'en profiter aussi. Mm, mm, Parce que ouais, alors je pense triathlon, on a quand même vite fait de courir un petit peu partout pour mm. s'entraîner. Et puis si on a une vie à côté, c'est des semaines qui sont vraiment fatigantes, je pense. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, là, c'est le cas du triathlète amateur. Maintenant, quand c'est des professionnels, c'est un petit peu différent, dans le sens où c'est vraiment leur métier. Et eux, ils vont parfois, effectivement, pour finaliser les préparations, par exemple les préparations Ironman, bah là, ils vont potentiellement partir en stage une semaine pour vraiment être une semaine ou deux, pour vraiment être focus sur la fin de préparation, faire des gros volumes et peut-être se faciliter un peu la vie ou avoir un endroit où ils sont un peu en all inclusive où ils peuvent manger facilement, juste avoir à s'entraîner, dormir. Là, mais c'est un autre contexte, c'est encore autre chose. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Mm, mm. Carrément, bah, c'est vrai que c'est comme pour les équipes de vélo finalement pro qui vont partir en stage. C'est vrai que c'est des super occasions. C'est surtout grâce à ça finalement que les coureurs peuvent progresser parce qu'en fait ils sont encadrés, ils vont faire des sorties avec d'autres coureurs, avec leur staff, les entraîneurs sont présents, ils ont des assistants qui vont les masser, ils ont la cuisinier, ils ont vraiment rien d'autre à faire et c'est vrai que pour même des sportifs professionnels qui quand ils sont chez eux ont aussi peut-être une famille, des enfants, finalement c'est pas aussi simple que ça d'être très concentré sur l'entraînement et en fait le fait de partir en stage que ce soit en altitude ou pas, en fait, juste le fait d'être dans un contexte vraiment propice à l'entraînement où on est vraiment focus, ça permet quand même de progresser, quoi. Ouais, totalement, hein, parce que effectivement, même l'athlète professionnel, il doit toujours aller faire ses courses, puis il doit aller à la poste récupérer un truc, et puis faire ceci, cela. En fait, on a tendance à penser que l'athlète professionnel, au quotidien, il a que son entraînement à faire, mais en fait, c'est pas vraiment le cas. En fait, Ouais. l'athlète professionnel par exemple, du triathlète, en fait, il a presque une entreprise à gérer, quoi. C'est-à-dire Mmh. qu'il doit trouver ses sponsors, il doit communiquer un petit peu, il a toujours plein de choses à faire, hein. Donc, même s'il n'a pas, peut-être pas un 35 heures fixe, il a quand même pas mal de choses. Et ouais, le fait de décharger tout ça, en fait, c'est un moyen soit de récupérer plus ou de s'entraîner un peu plus. Et ça change quand même beaucoup de choses. Ouais. Ouais, ouais. Et est-ce que tu as fait aussi un peu d'entraînement en chaleur, pour, soit dans un but d'acclimatation ou dans un but de progression, vraiment, des paramètres physio? Ouais, ça, je fais un petit peu. En fait, ce que j'aime bien avec la chaleur, donc c'est à la différence de l'altitude, quand on va s'entraîner en altitude, le stress, on l'a tout le temps, quoi. C'est-à-dire que une fois qu'on est en altitude, à moins de redescendre, en fait, globalement, on s'entraîne toujours avec ce stress de l'altitude. L'avantage de l'entraînement sous chaleur, c'est que en fait, on peut moduler ce stress. Ça veut dire que si on veut faire une journée facile, eh ben, ok, ce stress, on n'est pas obligé de le faire. Et si on veut le faire juste 3 fois dans la semaine, on peut le faire 3 fois dans la semaine. Donc ça, je trouve ça très intéressant dans le sens où si la fatigue est trop haute, on peut potentiellement le retirer ou l'ajouter. Et moi, je le fais, j'utilise ce moyen-là soit en acclimatation,
ou aussi pour juste créer un petit peu plus d'adaptation, chercher en fait un stress supplémentaire pour des athlètes j'ai le cas par exemple de deux athlètes qui ont déjà un très bon niveau, qui sont en fait limités par leur temps d'entraînement. C'est-à-dire qu'ils ont globalement 18 heures dans la semaine, mais ils ont déjà un niveau assez élevé et ces 18 heures-là pour eux c'est un peu pas la minimum effective dose, mais pas loin en tout cas. Et en fait, venir ajouter ce truc-là, ça permet de rajouter un peu de stress à l'entraînement, mais pas trop de temps en tout cas. Et puis ben, le triathlon, ça se passe en été. Et souvent, en plus, les départs sont globalement vers, par exemple, pour les Alpha Ironman, ça va être entre 7 et 8 heures. Donc on se retrouve à courir en fait pas loin de midi. Et pour les Ironman, en fait, on court l'après-midi, quoi. Donc globalement, à partir de mai-juin, il y a de grandes chances que les courses soient faites avec une chaleur assez importante. Donc il y a un réel intérêt, quoi. Ouais, ouais, carrément. Et du coup, d'un point de vue plus concret, comment tu mets ça en place voilà, que ce soit du coup dans un but d'acclimatation, vraiment dans un but de progression. Est-ce que voilà, comment tu fais ça? Bah, en gros, moi, je vais surtout utiliser le home trainer, je vais surtout utiliser ça sur le vélo. Pour ceux qui ont un tapis, on peut le faire aussi sur tapis. Aller en extérieur avec 5-6 couches, c'est toujours un peu. Alors, si on habite dans une campagne bien paumée, ça peut le faire, mais si tu croises du monde, ça peut faire un peu bizarre. Mais je vais principalement utiliser le home trainer. Donc, bien couvert, hein, avec au moins 3 couches, du thermique, des gants, bonnet, couvrir les extrémités, là où les échanges de chaleur seront pas mal. Et ensuite, on va être assez progressif, quoi. On va viser une fréquence cardiaque, entre guillemets, le haut de zone 2, un petit peu sous le premier seuil. Et puis, on va être progressif dans les durées, quoi. On va commencer par 30 minutes, puis on ira peut-être potentiellement jusqu'à 50. Et après, moi, j'essaie de pas dépasser 3 fois par semaine. Je sais que dans certains papiers scientifiques, on conseille de faire un petit peu Ouais. plus. Mais en fait, le problème, c'est qu'on ajoute vite quand même beaucoup de stress. Pour ceux qui ont déjà essayé, ça tabasse un petit peu quand même. C'est-à-dire que quand on sort de là, si tu vas te doucher juste après, tu sors de la douche, tu transpires encore. Donc, Ouais. faut, faut quand même faire attention. Faut bien boire aussi après. Enfin, surtout, voilà, bien s'hydrater parce qu'on perd quand même pas mal d'eau. Donc, en général, c'est 3 fois et après 2 fois pour maintenir. Et principalement ouais, sur le home trainer. OK. OK, ouais. Et ouais, c'est vrai que, on a tendance à dire qu'il faut plus que ça, surtout, enfin, dans un but, Ouais. vraiment de progression où on veut aller chercher, des petits gains supplémentaires, pas forcément dans un but d'acclimatation. C'est vrai Mm. qu'on voit, ça peut être, ouais, 4-5 semaines avec, 4-5 séances par semaine, Mm. qui c'est extrêmement lourd, quoi. Donc, Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, effectivement, hein, sur le papier, ça semble mieux de le faire comme ça. Maintenant, je sais pas si on a des papiers qui étudient ça à plus long terme, avec par exemple 3 fois, mais sur 2 mois. Peut-être que si on testait ce protocole-là, on se rendrait compte qu'effectivement, c'est peut-être un peu plus long, mais ça fonctionne quand même. Et puis après, de toute façon, c'est juste que 5 fois, voilà, en fait, c'est trop risqué. Bon, c'est un peu compliqué. Voilà, déjà 3 fois, j'essaie d'intégrer ça à l'entraînement pour pas rajouter quelque chose en Ouais. plus. C'est-à-dire qu'en fin de séance basse intensité, on va faire ça, ou alors avant d'aller courir, on va faire 30 minutes. Comme ça, après, quand on va courir, on a le temps de redescendre un petit peu aussi en température. Donc voilà, je vais plutôt utiliser ces protocoles-là et pas non plus prendre trop de risques. Et enfin, pour avoir expérimenté ça avec plusieurs athlètes, enfin, de manière totalement empirique avec 3 fois, quand les athlètes allaient sur des courses un peu chaudes, ben, ils se sentaient quand même beaucoup mieux, quoi. Moi, je l'ai testé là avant une course que j'ai fait il y a 15 jours, on a eu un pic à 31-32. Ben, le fait d'avoir fait ça avant, enfin, j'ai l'impression, alors ça reste empirique, mais j'ai l'impression que ça a quand même bien servi, quoi. OK. Et donc tu avais fait seulement, 3 séances par semaine pendant combien de temps avant ta compète? J'ai dû faire 5 semaines comme ça. En fait, je l'ai intégré à mon entraînement, j'ai fait 5 semaines. Et après, bon, l'autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que j'habite dans le sud et que du coup, ça fait quand même un mois que je m'entraîne sous, on va dire, 22-23. Maintenant, il fait plus chaud, mais 22-23. Donc, ça, potentiellement, que ça peut jouer un petit peu aussi. Et par contre, là où je vois aussi la différence, c'est que là, on a déjà des températures, on a déjà eu ce week-end du 30 degrés. Et finalement, ça m'a pas plus impacté que ça, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai fait mes séances, j'avais pas beaucoup de pertes par rapport à ce que j'avais dans le passé quand il faisait chaud, quoi. Donc potentiellement que ça a bien fonctionné. OK. Ouais, ouais, très intéressant. Et Mm. un peu d'acclimatation passive aussi, genre en bain chaud ou sauna? Est-ce que ça, c'est des choses que tu fais? Bah, ça, j'ai déjà essayé avec un athlète, mais enfin, je suis un petit peu moins convaincu dans le sens où on s'éloigne quand même de la spécificité, c'est-à-dire que voilà, quand on fait des épreuves, on est quand même en mouvement.
Donc effectivement, je sais qu'il y a des papiers qui montrent des intérêts sur ces protocoles-là, mais c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Ouais, ça peut avoir des intérêts, hein, peut-être en période d'affûtage, par exemple, pour maintenir un stress thermique sans que ça soit trop difficile en étant en mouvement. Bon, après, je suis un petit peu moins convaincu, hein. Ok, ouais, 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 Mm. ouais, je comprends. Et sur un totalement autre sujet, c'est vrai que tu parles souvent aussi de nutrition, de glucides aussi à l'entraînement. Est-ce que, voilà, comment tu gères, toi, tes apports de glucides, toi, déjà pendant tes entraînements à toi? Ben, moi déjà, je vais avoir un apport glucidique sur quasiment toutes les séances, Ok. sauf quand c'est des footings, par exemple, de 1 heure. Voilà, là, je vais rien prendre avec moi. Mais je vais quasiment toujours avoir un apport. Pour les athlètes que j'entraîne, sur chaque séance, je leur note l'apport. Voilà, c'est dans la description, en fait, je leur dis combien, combien de grammes de glucides consommer par heure. Et j'essaie d'y faire attention, surtout quand la charge monte, parce que même si je m'entraîne pas du tout comme un professionnel, même quand on est en charge autour de 20 heures, en fait, avec les trois sports, et particulièrement la course à pied qui vraiment enfin, nécessite d'avoir beaucoup d'apports. Bon, il y a sûrement des raisons à ça, mais quand on commence à beaucoup courir, on se rend compte qu'il faut vraiment bien manger derrière. Et déjà, moi, avec 20 heures, des fois, j'ai du mal à couvrir mes apports. C'est-à-dire que ça peut m'arriver de sentir que j'ai perdu 1 ou 2 kilos. Donc, je fais super attention. J'essaie de bien manger parce que on peut vite arriver à un moment où, en fait, on a une espèce de déficit chronique Mm. parce que bah, on s'entraîne quand même beaucoup. Ceux qui travaillent toute la journée, ben, des fois, on pense pas à manger. Et en fait, on est dans une situation où il faudrait manger même quand on n'a pas tellement faim, quand on a des dépenses aussi élevées. Et du coup, je trouve qu'à l'entraînement, déjà, avoir des apports, voilà, enfin, que ce soit systématique, ça permet d'éviter ce déficit. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que, ben, par exemple, l'athlète qui va rouler 4 heures et qui va consommer uniquement, on va dire, 100 grammes de glucides, même s'il rentre chez lui et qu'il mange un grand plat de riz, il arrivera jamais à arriver au total calorique de l'athlète qui va prendre peut-être 250 grammes sorti 4 heures et un repas un peu plus faible après. En fait, il y a un moment donné où l'athlète il va pas réussir à prendre 500 grammes de riz en rentrant et ça va être super dur de combler ses apports. Donc, moi, je trouve qu'il faut avoir un apport quasi systématique sur les séances. Ouais. Ouais. Arriver à une certaine charge du moins, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que du coup, ça t'est arrivé ou ça t'arrive de traquer les calories que tu ingères vraiment au total sur la journée, donc c'est-à-dire vraiment sur tes repas, etc., en plus de ce que tu consommes pendant l'activité, quoi. Alors, ça m'est arrivé de le faire. Maintenant, j'essaie juste de faire attention à certaines choses, par exemple à mes apports de protéines. J'essaie des fois de calculer un peu de tête en regardant voilà, un peu ce que je consomme sur la journée. En termes de calories, non, j'ai déjà fait, mais ça, je le fais pas systématiquement. Mais c'est plus ouais en termes de glucides quoi. Je vais vraiment avant chaque séance prévoir quoi. C'est-à-dire, enfin, quand j'ai commencé le triathlon, je me souviens, je prenais deux trois trucs dans mon tiroir et je partais comme ça. Maintenant, je vais systématiquement calculer bon, combien de temps je fais, qu'est-ce que j'ai comme entraînement demain, qu'est-ce que j'avais la veille, et je vais adapter mes apports en fonction de ça, quoi. Ok, et du coup, tu les adaptes comment concrètement? Est-ce que c'est vraiment, par exemple, peut-être la durée de l'entraînement qui te fait dire, bah, je vais prendre un petit peu plus aujourd'hui, ou c'est l'intensité, qu'est-ce que tu prends en compte? Ça va être la durée et l'intensité, et aussi donc on va dire dans quelle charge on pratique à ce moment de l'entraînement. C'est-à-dire si on est dans un bloc où on fait quand même pas mal de charges d'entraînement, qu'on peut avoir du mal à combler ses besoins, je vais volontairement monter un petit peu d'un cran les apports. Donc il y a un peu ces deux choses-là. L'athlète qui s'entraîne très peu, globalement, il va attaquer ses séances avec peut-être des réserves de glycogène qui sont un petit peu plus importantes. Par contre, l'athlète qui a déjà roulé, je sais pas, 5 heures la veille et qui doit peut-être courir 2 heures le lendemain, même s'il s'est bien alimenté, c'est possible que quand il attaque ces 2 heures le lendemain, il soit pas à 100%, ou du moins il y a des risques qu'il se retrouve en déficit plus facilement. Donc il y a aussi l'enchaînement des séances qui va entrer en jeu. Ouais, 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 c'est clair. C'est clair. Et du coup, quasiment jamais de séance vraiment faible en glucides? Après, quand je dis un apport de glucides à chaque séance, ça va être souvent des quantités qui sont faibles. C'est-à-dire quand c'est à basse intensité, l'athlète qui va rouler 2 heures, par exemple, il va peut-être prendre 30 ou 40 grammes par heure. Ça va être léger. Après, s'il part sur 5 heures, que le lendemain il a une grosse séance, ça va peut-être monter à 70. Mais globalement, ça va être dans une plage de 30 à 90. C'est assez rare à l'entraînement, mais ça peut arriver sur des séances longues et intenses. Mais voilà, ça va varier dans cette plage-là.
ça va pas être du 120 grammes par heure à chaque séance, hein, parce Ouais, qu'on a souvent ce débat de est-ce qu'il faut pas consommer de glucides ou être. En fait, est-ce qu'il faut être low carb ou high carb, mais il y a aussi un entre-deux en fait où ouais, ouais. on adapte juste à ce qu'on fait, quoi. Clairement. Et en compétition, comment tu gères? Bah, en compétition, ça va dépendre de ce que l'athlète arrive à tolérer. Alors sur le vélo, c'est jamais trop un souci. Enfin, moi perso, je vais être à 110, 120 sur le vélo. Pour les athlètes qui ont moins l'habitude, alors je les entraîne volontairement à ça, mais pour ceux qui ont moins l'habitude, on va peut-être être plutôt sur et qui réalisent la compétition à une intensité peut-être un peu plus basse. On va peut-être être plutôt sur du 80, 90 grammes, déjà pour s'assurer qu'ils n'aient pas de troubles digestifs. Et après, la partie vraiment difficile, c'est la course à pied. La course à pied, moi personnellement, et pourtant je m'entraîne beaucoup pour ça, j'arrive pas à dépasser 60 grammes par heure. Ok. Ah ouais. J'ai un athlète pro qui est vraiment spécialisé sur l'Ironman. Lui, il arrive à être à 120 grammes par heure sur la partie course à pied, mais il y en a pas beaucoup qui arrivent. C'est vraiment, voilà, c'est en course à pied, les troubles digestifs, ils sont quand même plus fréquents, donc c'est plus compliqué, ouais. Ok. Ah ouais, Mm, effectivement. Et du coup, mm. même voilà, en t'entraînant spécifiquement, etc., t'as jamais réussi à dépasser les 60 grammes par heure. Non, en fait, je prévois toujours quasiment du 90 grammes par heure. Et quand je termine la course, je me rends compte qu'en fait, il y a un moment où, quand je suis en train de courir, je sais que si je prends ce gel en plus, là, ça va commencer à me faire des troubles digestifs. J'arrive à sentir un peu la limite. Mm. Et du coup, bon, moi, je le prends pas. Et potentiellement que c'est une petite limite à la performance, c'est dur de savoir. Mais le problème, c'est d'être, enfin, je suis juste pas capable de le tolérer. C'est le cas de beaucoup d'athlètes et même chez les pros, on voit que certains pros, ils coincent un petit peu aussi cette partie course à pied sur cette consommation, quoi. Donc malgré l'entraînement, ça reste compliqué, ouais. Ouais, ok. Mm, mm, Ok, ok. J'ai vu là, tu as fait une vidéo récemment sur où tu as suivi l'entraînement au sein de Christian Blumenfeld, je crois que c'est ça. mm, Est-ce que tu mm. peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que tu as vu? Voilà, ça m'intéresse de savoir. Ouais. Bah, moi, c'est vrai que je m'intéresse bien à ce que font à ce que font les athlètes norvégiens donc en triathlon. Bah, simplement parce que c'est ceux probablement qui partagent le plus et qui donnent le plus d'explications à ce qu'ils font. C'est-à-dire que le coach de Christian, de Gustave et tout ça, Olav, qui maintenant travaille avec Uno X, Ouais. avec l'équipe de vélo, en fait, il fait plein de podcasts et d'ailleurs, les podcasts, ils font à peine 3000 vues. Franchement, j'ai du mal à comprendre pourquoi aussi peu de gens regardent. Pourtant, il y a vraiment plein d'explications, il y a vraiment un partage de connaissances qui est assez fou. Et du coup, bah, moi, je m'intéresse beaucoup à ce qu'ils font parce que bah, ils partagent beaucoup, ils donnent beaucoup d'explications. Et moi, ce que j'aime bien dans cette approche-là, c'est un peu cette vision, enfin, dans leur approche, c'est cette vision un peu holistique de l'entraînement. De vraiment, c'est-à-dire que l'entraîneur de Christian, il a vraiment enfin, il est vraiment à 360 sur l'entraînement. C'est-à-dire qu'il sait faire des tests aéros, il maîtrise vraiment tout l'entraînement de manière générale. Et du coup, moi, je trouve ça super intéressant parce que pour moi, c'est un peu l'avenir de l'entraîneur. On n'est plus sur un entraîneur maintenant enfin, très peu, qui juste prescrit des entraînements, s'occupe pas de la nutrition, Ouais. s'occupe pas du reste. Maintenant, on est plus, je pense, sur des entraîneurs qui vraiment prennent l'entraînement dans sa globalité. Et voilà. Et pour revenir un peu sur ce que fait Christian, bah, ce qu'on peut voir dans cette approche un peu norvégienne, c'est euh, cette, enfin, cette façon de voir les intervalles à l'entraînement, où en fait on cherche pas à faire des séances trop difficiles, parce qu'on comprend bien que ben, ce qui compte c'est la constance à l'entraînement, c'est de pas se blesser. Et en triathlon, il y a énormément de surmenage, énormément de blessures. On le voit pas beaucoup comme ça de l'extérieur, mais quand tu travailles avec des professionnels, tu te rends bien compte que c'est vraiment très très fréquent. Je pense que c'est valable dans tous les sports d'endurance. Et donc la priorité, c'est d'enchaîner ces séances d'intervalle, de trouver le juste milieu pour progresser sans surmener, pour créer des adaptations et pouvoir s'entraîner le lendemain correctement. Et en fait, comme dit Stephen Seiler, en fait, l'entraînement, c'est pas un problème de maximisation. Maximiser quelque chose, c'est pas compliqué à l'entraînement. Si on veut faire une séance très stressante, bah, c'est pas compliqué, tout le monde sait le faire, hein. Voilà, on a tous des idées de séances qui peuvent être super dures. Mais ce qui compte, c'est de trouver un peu le juste milieu, la séance qui te fait progresser et qui te permet de t'entraîner le lendemain, puis le surlendemain, sans te surmener. Mm. Et je trouve que eux, ils ont bien répondu à ce problème-là avec leur logique d'entraînement. Et moi, je trouve ça super intéressant. Et je pense que ça inspire pas mal d'entraîneurs de la nouvelle génération. Et moi, je trouve que c'est une super bonne chose, hein. Certains diront que c'est une mode. Moi, je trouve que c'est juste qu'on est arrivé à un stade supérieur. On a mieux compris certaines choses, quoi. Ouais.
Ouais, non, mais carrément, moi qui suis pas dans l'entraînement depuis des dizaines d'années, bah, pourtant je me souviens que quand j'ai commencé à m'y intéresser et à m'entraîner moi-même, j'étais pas trop sur cette approche-là. J'avais quand même tendance à faire des séances qui étaient très dures, trop dures, je pense. Et c'est quelque chose qui, ouais, enfin pour moi, c'était une vraie source d'inspiration quand même ce modèle norvégien et toutes ces connaissances-là qui ont été apportées par voilà, ces personnes-là. Et ouais, se tourner plus sur un entraînement plus conservateur. Ouais, je trouve que ça change quand même pas mal de choses et qu'on est à long terme, en tout cas, bien plus performant comme ça, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on peut pas, entre guillemets, court-circuiter le processus long terme en ajoutant de la difficulté, quoi. C'est-à-dire que quand les athlètes veulent faire des séances trop difficiles, pour espérer progresser plus vite. Mais en fait, il y a un moment donné où tu peux pas combler 10 ans d'entraînement par juste un entraînement un peu plus dur, quoi. Ouais. Tu es obligé de passer un an où tu vas t'entraîner 15 heures, et puis peut-être l'année d'après, tu arriveras à faire 16 ou 17, et puis peut-être celle d'après, tu arriveras à faire 20. Mais tu pourras pas du jour au lendemain en te disant j'ai envie de progresser plus, alors je m'entraîne plus dur et je fais plus. En fait, c'est entre guillemets ton corps qui va décider quelle charge tu vas pouvoir utiliser, tes capacités de récupération, mais tu peux pas en fait te dire, en fait, on a tous des limites quoi, et on peut juste pas vraiment les dépasser pour espérer progresser plus quoi. Carrément, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as notées sur leur entraînement? Concrètement, comment est organisée la charge, etc. Bah, globalement, eux, enfin, la majorité, on va dire que leur entraînement, en fait, ils organisent généralement toute la partie hivernale, donc la partie générale de l'entraînement. Ça va être vraiment basé sur des marqueurs physiologiques. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser de l'entraînement, où ils vont s'entraîner au seuil 2 ou un peu sous le seuil 2. Donc quand je parle de seuil 2, eux, ils utilisent la notion de MLSS c'est comme ça qu'ils définissent en tout cas le seuil 2. Et donc, ils vont faire du volume à basse intensité et des entraînements sous le seuil 2, donc du coup, avec des volumes de travail qui sont assez importants. Par exemple, en cyclisme, ils vont faire des blocs avec un total peut-être de 60 à 80 minutes d'entraînement. Donc, plutôt que de faire, par exemple, 3 fois 10 fois 40-20, bah, ça va faire des blocs beaucoup plus longs, mais à des intensités un peu inférieures. Et tout ça, ça va être mixé avec pas mal de basse intensité. Enfin, ce que je pense, moi en tout cas, ce que je peux comprendre de tout ce qu'ils partagent, c'est que l'avantage de cet entraînement-là, c'est qu'on va créer des adaptations, mais en fait, on va pas créer non plus trop de fatigue. C'est-à-dire, c'est un peu un juste milieu, un peu un sweet spot finalement entre adaptation et fatigue, quoi. Et aussi temps de travail dans une certaine zone. Et ça fait qu'on a de bons retours, peut-être en évitant beaucoup de fatigue. Et puis après, ça n'empêche pas, à l'approche des courses, si on fait des courses de courte durée ou de haute intensité, de venir ajouter de l'entraînement VO2 max, ce qu'ils font. Hein. Ils font pas que de l'entraînement au seuil, bien sûr, mais juste peut-être la haute intensité est un peu plus cyclée et plus placée à des moments stratégiques pour éviter d'en faire toute l'année. Parce Ouais. qu'on pourrait penser que, enfin, il y a des choses qui nous laissent penser qu'en tout cas, l'entraînement à très haute intensité euh, fonctionne, fonctionne très vite, crée de grosses adaptations, mais potentiellement s'estompe assez rapidement aussi. Donc on pourrait penser qu'en tout cas, ces entraînements haute intensité ont plus intérêt à être ciblés et à être placés à des endroits stratégiques. Quoi. Ouais, ouais, carrément. Ouais, ça, je trouve ça très intéressant aussi. Mhm. Sur l'entraînement au seuil qui est super rentable. Enfin, voilà, c'est un très bon ratio finalement. Charge d'entraînement et fatigue générée, quoi. On peut accumuler quand même beaucoup de charges, que ce soit avec l'entraînement autour du premier seuil ou autour du deuxième seuil, sans générer extrêmement de fatigue. Et forcément, sur le long terme, bah, voilà, la charge d'entraînement accumulée fait quand même un des marqueurs les plus intéressants pour générer de l'adaptation. Et du coup, c'est quelque chose qui marche bien, quoi. Ouais, bien sûr. Hein. Puis pour certains entraîneurs norvégiens aussi, la théorie qui est avancée, c'est que chercher à faire beaucoup d'entraînement haute intensité, donc à cibler plus VO2 max finalement, du moins s'en approcher sur ces séances de haute intensité. Bah, leur théorie, c'est que en fait, ce marqueur VO2 max, il est super important. Il y a, voilà, il y a pas de souci là-dessus, hein, c'est forcément. Mais la question qu'on doit se poser, c'est quel levier on a sur celui-ci, quoi. C'est-à-dire que, ok, il est super important, mais je prends l'exemple d'un joueur de basket. Un joueur de basket, la taille c'est super important, mais si notre gars il fait 1m80, bah ok, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire quoi. Et si on n'a pas de levier, on va devoir trouver autre chose. Et c'est pareil sur un athlète, c'est-à-dire que s'il n'a pas un VO2 max super élevé,
est-ce qu'on a vraiment beaucoup de levier dessus? Est-ce qu'on va pouvoir vraiment l'augmenter ou est-ce qu'on va peut-être devoir développer d'autres marqueurs et finalement ce VO2 max là, il va un peu plafonner tout seul avec l'entraînement et les années, quoi. Mm. Et ouais, carrément, Mm. carrément. Et au final, surtout que c'est pas en plus du fait qu'on a peut-être pas beaucoup de levier Mm. dessus, c'est pas non plus un facteur extrêmement Mm. déterminant dans la performance. Mm. Hein, je veux dire, c'est pas celui qui a le plus gros VO2 max qui gagnera la course. C'est Mm. rarement le cas, même dans les sports d'endurance. Voilà, c'est plutôt les seuils notamment, Mm. les Mm. facteurs d'économie, etc., qui seront au moins aussi importants que le VO2 max. Évidemment, on a besoin d'un minimum de VO2 max, Mm. mais voilà, après, essayer de maximiser le VO2 max, c'est pas forcément la meilleure chose Ouais. à faire, quoi. Ah, bien sûr, puis les facteurs comme l'économie, la durabilité, peut-être les fractions d'utilisation, c'est des facteurs enfin sur lesquels en tout cas il semblerait qu'on ait pas mal de leviers, quoi. C'est-à-dire qu'avec les années, on puisse vraiment, voilà, je pense à la durabilité par exemple, je pense que c'est un facteur où assez rapidement dans la carrière, les athlètes de haut niveau vont peut-être bloquer un petit peu sur leur valeur de haute intensité, mais cet aspect durabilité, il peut peut-être encore beaucoup, beaucoup progresser. Et finalement, sur beaucoup de courses, ça fait vraiment la différence, quoi. Ouais, ouais. Et ça pose justement la question de comment on évalue ces progrès-là, sachant qu'ils Mm, sont difficiles à voir, mais ils sont quand même là. Justement, est-ce que mm, si on fait un test 12 minutes pour évaluer la puissance critique, par exemple, on n'aura pas forcément cet indicateur-là de progression mm. sur la résistance à la fatigue. Notre athlète, même du coup, va peut-être pas améliorer son test 12 minutes. On pourrait se dire qu'il n'a pas progressé. Finalement, il a progressé sur d'autres choses, mais on ne l'aura pas vu avec ces tests-là. Comment tu fais, toi? Est-ce que tu arrives à essayer de tester la résistance à la fatigue? Bah, la tester, pas vraiment. Je trouve que ça se remarque à l'entraînement où, parfois par exemple sur les séances au premier seuil, souvent les athlètes un petit peu intermédiaires, on va dire, quand on leur donne 1 heure et demie de premier seuil, ça suffit pour commencer à avoir une dérive cardio, un RPE qui commence à s'élever. Et plus l'athlète est durable et plus il va être capable d'augmenter ce temps de soutien, par exemple au premier seuil, sans voir de dérive cardio, sans voir de trop grande hausse du RPE. Donc c'est un peu plus subtil, mais je pense que la dérive cardiaque, le découplage, c'est un bon indicateur. En tout cas, c'est assez corrélé. Et après, le RPE aussi sur les séances un peu longues, quoi. Moi, je le vois à mon premier seuil, par exemple, ça doit faire 2 ans qu'il est quasiment le même, hein, et qu'il bouge pas. Par contre, avant, quand je faisais sur le home trainer 1 heure et demie de premier seuil, donc découpé en intervalle en position aéro, je terminais avec les jambes un peu cassées quand même. Et aujourd'hui, c'est plus tout pareil. C'est-à-dire que mon premier seuil, il est probablement le même. Mon 3 et mon 12 minutes, je pense qu'il est sensiblement le même. Par contre, en course, je vais plus vite sur les 3 parties, mais probablement parce que c'est ce facteur-là qui s'élève le plus maintenant, quoi. Une dernière question aussi, je pensais à la musculation. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais ou pas? Très peu. En fait, dans un monde idéal, je l'utiliserais un petit peu plus. Le problème, c'est que pour la plupart des triathlètes amateurs, déjà quand il y a 3 sports, franchement, en ajouter un autre, Mm. c'est vraiment compliqué. Moi, ce que je remarque même sur les athlètes professionnels, c'est qu'en fait, ça leur fait, en fait, ils s'entraînent quasiment 3 fois, entre 2 et 3 fois tous les jours. En fait, ajouter de la musculation, ajouter des dommages musculaires, enfin potentiellement quelques dommages musculaires, même si on peut les limiter en choisissant les bonnes modalités. En fait, c'est quand même un stress en plus. Et ce que j'ai déjà eu moi sur des athlètes, c'est en fait le problème, c'est qu'ils créent des dommages musculaires avec la musculation. Et puis après, ils font une séance, par exemple, en course à pied, et puis ils vont déclencher une petite douleur à l'ischio. Ça peut arriver, quoi, des choses comme ça. Au final, j'ai presque vu plus de contre-productifs que de gains, quoi. Donc c'est un des leviers qui, pour moi, est bien étudié dans la littérature scientifique. Ouais. On voit bien effectivement que ça apporte des progrès, mais pour moi, c'est la modalité qui laisse le plus de mystère, entre guillemets, parce qu'elle est très difficile Mm. à ajouter dans l'entraînement et il faut vraiment choisir les bonnes modalités. Dans un monde idéal, pour moi, il faudrait un, un travail de musculation voilà, très minimaliste. On choisit peut-être 2 exos et on fait des progressions dessus avec peu de répétitions, peut-être un mode d'entraînement un peu cluster où on fait par exemple 10 fois une rep, on le répète et puis voilà. Mais c'est assez compliqué dans un monde idéal, forcément j'en placerai, mais il y a aussi des contraintes en triathlon du moins. Peut-être dans les sports comme juste la course à pied, juste la natation ou juste le Ouais. cyclisme, c'est peut-être un peu plus facile à placer. Le problème en triathlon, c'est que si tu veux faire une séance intense ou 2 séances intenses pour les pros par sport, tu arrives déjà à 6 séances intenses dans ta Ouais. semaine. Si tu rajoutes 1 ou 2 musculations, C'est énorme. ça devient dur, quoi. Ouais, Ouais. ouais, carrément. Mm. Carrément.
Bah, ouais, je crois qu'on a fait un peu près le tour de tous les petits sujets, possibles à aborder. Je sais pas si tu avais d'autres idées en tête de sujets qu'on pourrait aborder? Bon, pas spécialement, mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont intéressants, qui sont un peu en vogue, entre guillemets, hein, où on se pose beaucoup de questions. Et bon, c'est toujours dur d'avoir une vérité, entre guillemets, absolue, mais on peut se poser des questions, voilà, avoir des hypothèses. Et c'est ce que j'essaye de faire un peu dans mon travail, quoi. C'est d'avoir des hypothèses et de proposer des réflexions, quoi. Parce Ouais. que l'entraînement, c'est complexe. La littérature scientifique, elle est complexe. Voilà, il y a plein de choses à regarder. Et c'est toujours une question de balance, de voir l'entraînement. Le plus important pour moi, c'est de voir l'entraînement de manière holistique. On peut pas découper, prendre des parties et dire, ok, ça c'est parfait, ça c'est bien. Sinon, ça nous fait beaucoup de choses à faire et au final, ça représente pas la réalité des choses, quoi. Ouais, carrément. Bah, ce partage-là est super intéressant oui, rien que l'aspect réflexion, quoi, finalement, qui nous apporte beaucoup, bah, moi en tant qu'entraîneur, mais aussi, bah, voilà, Mm, donc, en tant que sportif, forcément, mm, mm, ouais, mm, d'écouter un petit peu, bah, comment gèrent aussi d'autres personnes, d'autres athlètes, d'autres sportifs, parce que, bah, finalement, oui, c'est des sujets de base, mais, on a tous parfois une interprétation, une mise en place qui est un petit peu différente là-dessus. Et ouais, c'est mm. toujours intéressant. Ouais, bien sûr, hein. Bah, par exemple, si on prend l'exemple de l'entraînement au seuil 2, on se rend compte que c'est pas une intensité magique, hein. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on s'entraîne pile au seuil 2 qu'on va créer des adaptations bien spécifiques. C'est plus, en fait, cet entraînement-là, il a vraiment, enfin, son grand intérêt, c'est l'impact qu'il va avoir de manière holistique, quoi. C'est-à-dire que le but de l'entraînement, voilà, c'est d'optimiser, quoi. C'est d'avoir une bonne progression, pas trop de stress, éviter le surmenage, progresser à long terme, être constant. Et finalement, ça peut paraître simple comme ça, mais c'est très compliqué, quoi. Finalement, ça demande de se remettre tout le temps en question, de regarder tout ce qui se fait pour trouver un peu la meilleure recette. Enfin, même si elle n'existe pas vraiment, mais pour trouver en tout cas les meilleurs outils, quoi. Merci Bastien. Je mettrai les liens en description du podcast vers ton contenu, vers ta page Instagram. Je pense que c'est là qu'on peut se suivre le plus Mm. facilement. Et puis voilà, il y aura le lien aussi du coup de Bicycle. Voilà, si vous souhaitez acheter ou vendre votre vélo, vous avez 20% sur la protection vendeur avec le code CPA20. Voilà, le lien est dans la description. Et puis voilà, si le podcast vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Encore merci Bastien. Et puis bah voilà, on se donne rendez-vous peut-être dans quelques années. On refera un petit point sur tous ces sujets là. Ouais, merci Mathieu, avec grand plaisir. Bah trop cool. À plus.